Vous voulez qu'on refasse une question Non, 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 peut-être? c'est bon, c'est bon. Je viens de vérifier justement qu'il n'y avait pas eu de coupure à la fin. Très bien. Ok. Euh, Votre rôle a aussi consisté à préparer l'avenir, à la fois pour dessiner l'héritage des jeux et préparer les prochains. Pouvez-vous donner des exemples? Êtes-vous déjà en contact avec les équipes de Los Angeles? Donc, en effet, après les jeux, ce qu'on a fait, on a fait un énorme travail pour collecter le maximum de données et le transférer au CIO qui joue ce rôle en fait pour assurer le transfert de connaissances entre toutes les éditions des jeux. Donc, comme je disais, on a envoyé plus de 50 millions de records, d'informations après les jeux. C'est beaucoup des contrôles d'accès sur les sites. Donc, qui est venu quand, on a scanné son accréditation. Donc, on est capable de comprendre un peu le comportement des personnes. Pareil pour les spectateurs. Toutes les transactions F&B ou buvettes que j'expliquais tout à l'heure, en fait, ça très rapidement, on peut parler de millions et millions de records qui sont analysés. Toutes les ventes dans les boutiques officielles Paris 2024, sur les produits dérivés, etc. Euh, donc, ça fait beaucoup d'informations qu'on a transmises aujourd'hui au CIO et qui sont dans la capacité en fait d'analyser pour comprendre certains comportements. On parlait des mouvements de foule par exemple tout à l'heure sur le grand public. C'est très intéressant de savoir quand le grand public vient sur un site de compétition pour pouvoir dimensionner le système de sécurité en adéquation. Si tous les spectateurs arrivent 30 minutes avant le début du match, il y a un souci. Et si c'est le cas, bah, pas de souci, mais il faut prévoir le dispositif de sécurité en adéquation. Si on ouvre à peu près 1 heure et demie les portes avant le début du match, si c'est réparti de manière très homogène pendant l'heure et demie, bah là on peut voir le dispositif pour qu'il soit un peu plus faible. On sait qu'il y a des comportements qui sont très liés à la nationalité des spectateurs, qui sont très liés au sport aussi, que les spectateurs viennent voir. Et donc c'est ce type d'analyse qu'on peut faire avec le contrôle d'accès pour voir quels sont les moments de pic pour essayer d'anticiper et de dimensionner un peu les services de sécurité. Donc ça c'est un exemple concret de données qu'on a récupérées, qu'on a données au CIO pour qu'il puisse faire des analyses. Sur les transports, pareil, on a tous les trajets de transport qui ont été faits, soit avec le système Uber, soit avec les bus. Ça nous permet de voir, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'autant de voitures, d'autant de chauffeurs? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire tout aussi bien avec moins? Est-ce qu'on pourrait faire mieux avec moins? Et c'est le genre de questions qu'on arrive à tirer grâce à la donnée. On est en contact avec Los Angeles et on l'a été quand on travaillait au jeu euh, pour savoir quelles données les intéressent. Parce que ce qui était un enjeu chez Paris 2024 ne l'est pas forcément pour Los Angeles. L'enjeu de la sécurité privée, nous chez Paris 24, c'est un énorme enjeu puisqu'en fait la filière de sécurité privée n'avait pas assez de personnes formées. Donc il fallait optimiser ce système-là et être en capacité de livrer les opérations. À Los Angeles, je ne suis pas sûr que ça soit une problématique pour eux. Et donc du coup, Los Angeles nous a fait, en collaboration avec le CIO, une liste de données qu'ils souhaitaient récupérer pour pouvoir faire les différentes analyses. Maintenant qu'on est passé de l'autre côté, on regarde comment est-ce qu'on peut les accompagner à analyser ces données-là pour leur faire des recommandations très concrètes sur ce qu'ils pourraient mettre en place pour améliorer la situation. Comment avez-vous fait pour que les équipes opérationnelles adoptent réellement les innovations comme les tableaux de bord, les capteurs et les nouveaux outils de planification? Ça a été un vrai challenge sur cette partie-là, parce que pour être honnête, je pense que c'est un domaine que j'avais moi-même sous-estimé. Je viens d'un background plutôt technique, j'étais data scientist, etc. Et ce sujet d'adoption, c'était un sujet que j'avais en tête, mais complètement sous-estimé. En fait, les équipes opérationnelles, c'est des personnes terrain, c'est des personnes qui sont toujours basées sur du ressenti, sur de la perception pour prendre des décisions. Et en arrivant avec justement des tableaux de bord, des données, etc., il y avait un vrai travail pour leur montrer qu'on peut prendre des décisions basées là-dessus. Pour l'anecdote, on a fait une session de brainstorming avec des personnes plutôt exécutives pour leur dire quels sont les pain points que vous avez vécus sur vos anciennes expériences et comment est-ce qu'on pourrait y répondre avec de la donnée. Quelles données est-ce qu'il faudrait qu'on vienne collecter pour pouvoir vous permettre d'être plus efficace pendant l'événement. Et en fait, c'est une réflexion qu'ils avaient jamais eue et c'était un changement de paradigme très fort euh, et il fallait beaucoup les accompagner. Donc si ça serait à refaire, aujourd'hui, on livrerait peut-être moins de dashboards, mais on accompagnerait plus les équipes pour se les approprier et pour faire vraiment ce travail d'adoption. Je pense que c'est très important dans un comité d'organisation. Avec tant d'innovation à Paris 2024, comment avez-vous équilibré ambition et risque opérationnel et peut-être juridique? Ouais.
Peut-être juste pour. Je viens de relire mes notes et je m'étais noté autre chose pour la question. Est-ce qu'on peut revenir? Oui, bien sûr. Parfait. Il y a quand même deux choses qui nous ont permis d'améliorer l'adoption, etc. La première chose, c'était d'afficher les écrans justement au Main Operating Center. On avait des écrans géants, je pourrais vous montrer une photo, on avait des écrans avec les dashboards, les données en temps réel et tout. Et les mêmes personnes qui, 3 mois avant, nous avaient dit non, on ne peut pas demander aux prestataires de développer une API pour récupérer la donnée, etc. Ça coûte trop cher, ça risque de mettre le projet à risque et tout. Finalement, on l'avait fait par un plan B. Quand ils ont vu la donnée affichée en temps réel et la visibilité que ça leur permettait d'avoir, ils se sont dit ah oui, c'est incroyable. Et en fait, de vivre la situation et de le voir en réel, ça nous a vraiment permis après de les convaincre. Et c'est ces personnes-là qui, à la fin de la journée, venaient nous voir en disant est-ce que tu pourrais partager les chiffres qu'il y avait à 15 heures parce que pour expliquer pourquoi on a pris telle décision, etc. Et tout. Donc, ça a été plutôt une réussite, mais c'était très tardif parce que c'était pendant les jeux. L'autre source un peu d'adoption, ça a été l'État français. En fait, l'État français est venu avec une liste très longue de données qu'il voulait récupérer en temps réel pendant les jeux pour s'assurer que tout se passe bien. Et en fait, de voir l'intérêt de l'État français pour ces informations-là, ça a fait se poser des questions à nos opérationnels en disant si l'État français s'intéresse à ça, c'est que ça a de la valeur, ça a un intérêt et il faut qu'on creuse un peu plus la question pour savoir pourquoi est-ce que nous, dans le processus de décision, on ne les prend pas en compte. Et ça a été un second moyen. Et par exemple, l'API dont je parlais, on l'a développé grâce à l'État français qui a dit non mais nous cette donnée-là, il nous la faut absolument en temps réel dans notre système d'information. Donc c'est pas une question qu'on vous pose, il faut la développer. Et donc du coup on a réussi à s'arranger avec le prestataire, etc. Parce que c'était une demande du préfet. Et donc quand le préfet demande quelque chose, c'est un peu plus compliqué de dire non. C'est un peu les deux sources qui nous ont permis de convaincre les gens d'utiliser la donnée. Pour répondre à la question, juste si vous pouvez me la rappeler. Oui, bien sûr. Comment avez-vous équilibré ambition et risque opérationnel et juridique? La règle était très simple, zéro risque opérationnel. C'était les opérations avant tout, il fallait que tout se déroule bien. Une fois qu'on arrivait à montrer qu'il y avait zéro risque opérationnel, ensuite on allait voir le juridique, on discutait avec eux pour voir si possiblement c'était faisable en France avec GDPR, etc. Et si c'était faisable, là on mettait en place le projet. Mais c'était vraiment dans cet ordre-là que ça se faisait et du coup l'innovation était vraiment en second plan. On privilégiait le but c'était de livrer les jeux et que tout le monde soit content des jeux. Cette partie-là, innovation, collecte de données pour après le transférer, etc., ça allait dans un second temps. J'ai une anecdote pour illustrer ça. On avait un projet, donc chaque personne qui participait au jeu avait une accréditation. Donc pas les spectateurs, mais les personnes accréditées, avec la photo, son rôle, les sites auxquels elle avait accès, etc. On voulait mettre un tag en fait sur toutes les accréditations pour pouvoir suivre le nombre de personnes dans des espaces spécifiques. Donc je parlais tout à l'heure du Venue Media Center, qui est l'espace où la presse travaille. On sait que c'était surdimensionné. Le but c'était de savoir à quel point c'était surdimensionné. Donc on avait des tags BLE et on avait des encres qui étaient placées, c'était le projet en tout cas, des encres qui étaient placées pour pouvoir mesurer en temps réel le nombre de personnes. Donc tout était anonymisé. Donc d'un point de vue GDPR, on s'était assuré que c'était OK, on faisait signer un opt-in aux personnes, etc. Ça ne nous intéressait pas de savoir qui, mais juste le nombre. Le nombre, à quel moment, dans quel lieu. Et en fait, le projet a été énormément discuté en interne parce qu'il y avait beaucoup de conséquences sur les opérations. Comment est-ce qu'on peut installer un tag sur 250 000 accréditations? On avait plusieurs centres d'accréditation. Donc déjà, il fallait gérer la logistique pour amener les tags. Il n'y avait pas de pièces de stockage, donc il fallait faire un flux tendu. Il fallait être en capacité de prédire combien d'accréditations allaient être imprimées chaque jour sur chaque centre pour pouvoir répondre à la demande. Dans le processus de livraison de l'accréditation qui est très timé, on avait, je crois que c'était 3 minutes pour livrer l'accréditation, etc. À quel moment on met le tag? Comment est-ce qu'on forme les volontaires à le faire? Parce que c'est des volontaires qui viennent pour le faire que pour 1 semaine ou 2 semaines. Donc il faut les former, mais ils ont déjà tellement de choses qu'ils doivent savoir pour pouvoir livrer l'accréditation. Donc opérationnellement, c'était très compliqué. On a travaillé main dans la main avec les équipes pour le faire. On a réussi à dérisquer une grande partie de la partie opération. Mais du coup, on a mis beaucoup de temps à le faire et le temps était trop short pour livrer ce système-là. Du coup, à la fin, on a livré un système avec juste des capteurs stéréoscopiques à l'entrée et à la sortie des espaces pour mesurer les affluences. On a des données qui sont moins qualitatives parce que les espaces évoluaient tout le temps, il y avait des entrées qui étaient fermées, des sorties qui devenaient des entrées.
Donc il y avait beaucoup de thématiques qui faisaient que la donnée n'était pas aussi qualitative, mais on a quand même pu en tirer quelques conclusions. Donc ça, c'est un exemple de les opérations avant tout, ensuite le légal et GDPR, et si tout se passe bien et qu'on a du temps, bah là, on peut regarder pour implémenter le système. Passons à l'avenir. Pour une candidature à l'échelle de l'Inde, avec sa diversité, quel système de données devrait être plutôt mis en place, priorisé, réfléchi? Le transport, la sécurité, la gestion des foules, l'énergie, peut-être d'autres idées. Euh, En fait, ça dépend énormément du contexte du pays et du contexte du pays au moment des jeux. Euh, donc c'est assez compliqué de donner un conseil à Inde 2036 parce que je pense que la donnée qu'il faut aller récupérer va énormément dépendre en fait des enjeux qui ont lieu à ce moment-là. Chez Paris 24, l'un des gros enjeux c'était la sécurité privée comme j'ai dit, c'était aussi les transports. Pas forcément les transports en commun parce que là-dessus on faisait confiance à la ville de Paris, mais plutôt les transports accrédités. Et donc, on avait besoin de données sur ces thématiques-là. Donc, sur la sécurité, malheureusement, Tokyo a fait qu'il n'y avait pas de spectateurs. Donc, c'était assez difficile de tirer des conclusions de l'édition de Tokyo sur la sécurité privée. Sur les transports, on a bataillé avec le prestataire de transport de Tokyo pour récupérer des données. C'est une bataille qu'on n'a pas gagnée au moment où on en avait besoin, mais en tout cas, ça montre que ça dépend énormément du concept et des enjeux au moment donné de l'édition. Par exemple, l'énergie chez Paris 24, c'était pas vraiment une thématique. Pourquoi? Parce qu'en France, on a du nucléaire, on a assez d'énergie sur des sites en plus qui sont pérennes. Bercy, le Stade de France, ils organisent des événements tout le temps avec le même niveau d'exigence. On savait que c'était plutôt bien. L'enjeu, c'était d'assurer qu'on ait de l'énergie verte et qu'on ait aussi une triple redondance. Donc, ça veut dire que si le premier système tombe en panne, il faut un deuxième système. Si le deuxième système tombe en panne, il faut un troisième système. Ça, c'était des enjeux, mais on n'avait pas forcément besoin de récupérer de la donnée pour ça, vu que c'est des systèmes de backup et tout, c'était plutôt court. Donc encore une fois, mon conseil, c'est vraiment de réfléchir à quels sont les enjeux dans le pays, au moment où on va organiser les jeux. Et la deuxième chose, c'est quelles sont aussi les poches budgétaires sur lesquelles on pense pouvoir aller chercher le maximum de réduction, d'optimisation. Je sais que c'est un exercice que fait Los Angeles, par exemple. Ils ont pris tout le budget et ils ont été regardés, ils ont appelé ça des anchors. Donc ils ont été regardés sur le budget, qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher? Qu'est-ce qu'il faut absolument livrer? Qu'est-ce qu'on ne peut pas optimiser? Et en faisant la différence avec ce qu'ils avaient à livrer, ils ont réussi à identifier quelles étaient les opérations qu'on peut optimiser grâce à de l'analyse de données. Et donc du coup, quelles données il faut qu'on aille chercher avec Paris 24. Donc voilà, c'est les thématiques. Après, les thématiques, ça reste toutes les opérations en général. Donc comme je disais, la sécurité, la restauration, les transports, l'énergie, bien sûr, l'hébergement, qui est aussi une thématique assez importante. Mais ça dépend énormément des enjeux au moment actuel. Et du coup, dans la continuité, si vous deviez prodiguer un seul conseil à l'équipe de candidature de l'Inde 2036 concernant les données, le suivi et l'héritage des connaissances, quel serait-il? J'ai plusieurs conseils, mais mon premier vraiment conseil fort, c'est de mettre en place une gouvernance donnée qui est rattachée le plus haut possible à l'organisation, au directeur général ou à un directeur exécutif, etc., pour vraiment placer cette donnée au centre des décisions et le plus tôt possible. Dès le début d'un comité d'organisation, on peut s'appuyer sur de la donnée historique pour pouvoir mieux anticiper, mieux planifier les opérations. Donc c'est vraiment en fait mon premier conseil, c'est de mettre en place la gouvernance, les équipes transverses pour être en capacité en fait d'aller récupérer de l'information dans les anciennes éditions et de la processer pour pouvoir répondre aux enjeux actuels. C'est ce qu'on n'a pas forcément eu chez Paris 24. On avait deux directions data. On avait une direction data opération, donc pour toutes les opérations dont j'ai parlé, et j'étais à la tête de cette direction data, et une direction data marketing digital. Et il y a beaucoup de cas d'usage qu'on aurait pu faire en croisant les deux, qui malheureusement, je m'entendais très bien avec ma contrepartie, mais malheureusement, dans la vie quotidienne, si c'est pas priorisé, etc., c'est compliqué de mettre en place les ponts qu'il faut mettre en place. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le premier conseil. Deuxième conseil, c'est que je pense qu'en Inde, il va y avoir énormément d'événements sportifs avant les Jeux Olympiques. Il y a les Jeux du Commonwealth, par exemple, qui sont en discussion, etc. Sur des événements multisports qui ont lieu dans un pays, c'est une vraie opportunité d'aller collecter de la donnée et d'aller aussi observer, d'ailleurs. On parlait d'observation en physique, d'aller observer et collecter de la donnée pour répondre à ces problématiques.
Et ça, si jamais il y a cette gouvernance qui est mise en place très tôt dans le projet, bah, c'est quelque chose qui peut être priorisé. Il peut y avoir des moyens même qui sont mis en place pour aller capter de la donnée que le comité n'irait pas capter normalement. Donc ça, c'est vraiment un deuxième conseil, une deuxième opportunité de se servir en fait de ce qui se passe dans le pays avant, de se mettre en relation avec les acteurs pour en tirer le plus de connaissances possible. Parce que ce qui s'est vu chez Paris 2024 en termes de consommation, par exemple aux buvettes, je ne pense pas qu'on puisse vraiment répliquer ça avec ce qui va se passer en Inde sur les consommations des buvettes. Donc il y a des choses qui vont pouvoir être répliquées, d'autres qui ne vont pas pouvoir être répliquées. Dernier conseil, et ça c'était une énorme bataille chez Paris 24, c'est que la plupart des opérations elles sont livrées par des prestataires extérieurs. Donc en fait la donnée, elle est dans la main des prestataires extérieurs. C'est eux qui génèrent ça dans leur système d'information, c'est eux qui livrent. Pour réussir à avoir accès pendant l'événement à cette donnée-là, c'est un vrai enjeu. Et pour pouvoir avoir accès à la fin de l'événement à toutes les données pour le transférer au CIO, c'est un autre enjeu très 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 fort. On a réussi à anticiper chez Paris 24 sur la partie contractuelle, on a mis des clauses de réversibilité et tout, mais c'est quelque chose qu'il faut penser très tôt pour pouvoir contribuer justement au mouvement et continuer cette amélioration continue. Dès le début, dans les contrats, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'assurer que la donnée va être récupérée à la fin. On a eu des cas, malgré ça, chez Paris 24, où le prestataire nous disait on est OK, on va le faire, par contre ça coûte X milliers d'euros pour pouvoir le faire, parce que nous, il faut qu'on mette en place des ressources, et on va vous faire en fait un extract brut de la base de données SQL, un dump en fait de la base de données SQL. Donc, heureusement, nous, on est des profils data, donc après le dump, on l'a réussi à le réintégrer dans une autre base de données SQL, etc. Mais ce qui se passe sur d'autres éditions des jeux qui n'ont pas forcément d'équipe data, c'est qu'elles se retrouvent avec un dump SQL qu'elles ne savent pas en fait ouvrir, même juste ouvrir, parcourir, etc. C'est juste impossible. Et donc de pouvoir définir dès le départ qu'est-ce qu'on veut, sous quel format, à quelle échéance, et bien préciser que ça ne sera pas quelque chose de rémunéré, c'est clé pour un comité d'organisation pour s'éviter des tracas là-dessus. Ok.